Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue à cette dernière séance de pitch de l'espace décarbonation, donc consacrée à la mobilité verte en entreprise. Donc vous allez, bon, voilà, je ne vais rien vous dire sur les entreprises parce qu'elles vont se présenter elles-mêmes. Donc voilà, moi je suis Eric Bema de l'accompagnement de BPI France, expert décarbonation, climat, et donc on est là aussi pour vous accompagner si vous avez des questions autres. Mais sans plus attendre, je vous passe la parole donc à Mobion. Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter une entreprise qui s'appelle Mobion, émane d'un projet qui a démarré en 2012. En 2014, nous avons ouvert un magasin de mobilité électrique, on vendait des motos et des scooters. Et puis à l'époque, c'était pas très courant, donc on a vite compris qu'on aurait du mal à les vendre. Au-delà du fait que les motards trouvaient pas ça très drôle de renlever le bruit de la moto, il y avait un problème de prix évident. La moto de l'époque, les Zéro, les Bramo, je ne sais pas si certains connaissent, ça coûte entre 2 et 3 fois plus cher qu'une moto thermique. Et la question de nos clients, c'était est-ce que vous serez encore là demain? Et comment on va faire réparer cette moto électrique si elle tombe en panne? Et comment vous allez recycler les batteries, tous ces sujets-là. Et donc en 2015, on a décidé de créer une société de location pour louer donc ces motos, en se disant le modèle économique est plus adapté. Ce qu'on a à l'époque pensé était l'économie de la fonctionnalité. Donc vous louez un usage, enfin vous vendez un usage. Et donc ça, ça a été une expérience assez troublante, puisqu'on s'est rendu compte que pour louer un produit et avoir des revenus qui sont euh, pérennes, c'est avoir un produit qui a été pensé pour ça. Et aujourd'hui, l'industrialisation des produits de mobilité pense des produits qui sont destinés à une économie linéaire. C'est-à-dire que quand le constructeur a vendu le produit, il a fini son boulot et il passe ça à la maintenance. Et à la maintenance, son objectif, c'est de vous vendre du service et des pièces détachées. Et comme ils sont tous en compétition, ces constructeurs, ils ont tendance à diminuer le nombre de composants dans les produits, ce qui rend les produits pas démontables, donc très difficilement réparables. Et donc quand vous êtes dans un modèle de location où vous devez le résultat à votre client, si la réparabilité est coûteuse et que le service pour la rendre, cette réparabilité, il est long parce que c'est pas réparable ou c'est difficilement réparable, difficilement démontable, eh bien le modèle économique ne fonctionne pas. En gros, si votre immobilisation ne dure pas assez longtemps, donc vous n'avez pas votre retour sur investissement, et si vous avez des charges d'exploitation qui sont trop élevées, en fait votre marge n'est pas possible. Tout le monde m'a bien suivi là-dessus? Donc on est arrivé à la conclusion que cette obsolescence programmée de l'économie linéaire devait être transformée par ce qu'on a appelé une pérennité programmée, ce qui est dans la signature d'ailleurs de Mobion, électronique à pérennité programmée. Ça veut dire qu'on a pensé une électronique qui est là pour protéger la durée de vie du produit. Et donc on a fait ce qu'on appelle une éco-conception démontable. Donc éco-conception, vous comprenez le sujet, je suppose. Mais l'éco-conception démontable, c'est celle qui va au-delà du choix des matériaux, mais qui va penser la démontabilité, parce que je vais troubler votre vision habituelle d'un produit. Aujourd'hui, la doxa comptable veut qu'on amortit un produit sur une durée qui est en fait la durée de vie de ses composants les plus fragiles. Et en fait, on a refusé cette idée-là chez Mobion et on s'est dit,
on va faire un design démontable. Comme ça, on n'amortira plus le produit sur la durée du composant le plus fragile, mais on va amortir les composants de ce produit. Et donc, on a fait une nomenclature où on a rajouté une colonne. Et pour chacun des composants, on s'est posé la question comment on peut faire durer ce composant plus longtemps pour pouvoir le réutiliser dans un autre produit sur un contrat à venir. Vous me suivez ou je vois quelques visages qui sont... Alors en gros, les batteries que vous voyez là, donc qui sont conçues dans cette usine qui se trouve à Guise dans l'Aisne, à côté du Familistère. Donc on parle des Hauts-de-France, à l'est, 50 km de la frontière belge. On a racheté cette usine qui était une usine de tôlerie fine, juste à côté de la fonderie de Soublan, mon ami Yves qui est là-bas. Et cette usine, qui fait 24 000 m², est équipée déjà de toutes les presses pour faire des boîtes, puisque ça faisait des tiroirs, des armoires de bureau. Or, quand on fait des batteries, on a besoin de faire des boîtes en métal, ce que vous voyez là. Et alors, ces batteries, elles ont une petite particularité. Déjà, elles sont faites avec de l'électronique qui est fabriquée en France. Et cette électronique à pérennité programmée fait en sorte que la batterie, elle est prévue pour plusieurs usages successifs. C'est-à-dire qu'elle va permettre, en seconde vie, sans démonter la batterie, la mettre dans une armoire pour stocker des énergies renouvelables ou faire ce qu'on appelle des stratégies d'effacement pour éviter le délestage. Vous avez entendu parler de délestage cette année? Eh bien, notre stratégie est d'être sur le stockage d'énergie, à la fois en mobilité dans la première vie de la batterie et ensuite en stockage stationnaire dans la seconde vie de la batterie. Donc en fait, l'éco-conception va jusqu'à la manière de programmer cette batterie pour la faire durer plus longtemps. Parce qu'encore une fois, cette immobilisation, plus longtemps je vais la faire durer, et meilleur sera mon résultat comptable. C'est ce qu'on appelle le coût total de la possession, le TCO en anglais, qui a été notre logique de réflexion. En fait, on a fait un travail transversal, à la fois sur l'innovation technologique, mais aussi sur l'innovation business. Donc, il est origine France Garantie, ce scooter. On ne le voit pas là, mais on devrait. Donc, 62% de ces composants sont réutilisés pour refaire un produit derrière. 62% qui sont 78% de la valeur globale du produit. Donc c'est énormément de composants qui peuvent être réutilisés. Et je ne parle pas de recyclage, hein, je parle de réemploi. Les 38% qui ne sont pas là, ils sont intégralement recyclés. Puisque le modèle de commercialisation, c'est un modèle de vente à l'usage. Ça veut dire qu'on récupère le produit en fin de contrat, on le ramène à l'usine, partiellement démonté pour que ça coûte moins cher en logistique. Et ensuite, il est démonté, aujourd'hui par des ouvriers qualifiés de l'usine, demain par un chantier d'insertion. On est en train de valider un process d'entreprise d'insertion. Et ensuite, les composants sont requalifiés et remis dans un process de remanufacturation pour pouvoir être remontés dans un produit que, de nouveau, qui sera neuf, hein, du coup. Alors nous, j'ai dit neuf, mais j'interdis tout le monde de le dire, on parle conforme. En fait, il est conforme. Pourquoi? Parce que les composants qu'on réutilise sont prévus pour plusieurs contrats successifs. Voilà. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai oublié un petit point qui a son importance. Aujourd'hui, les contrats de location des scooters électriques Mobion commencent à partir de 59 € hors taxe par mois. Donc aujourd'hui, louer un scooter électrique Mobion, c'est moins cher que de financer un scooter chinois. Et c'est important. On a commencé à mettre des contrats en place avec des entreprises qui fournissent donc des véhicules pour leurs ouvriers pour aller travailler et revenir. Et les entreprises financent une partie du véhicule. On revient à 1 € par jour. C'est juste pour préciser ça que j'ai oublié tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup à tous.
Bonjour à tous, je m'appelle Solal, je suis le cofondateur de Biv. Et si avant on a parlé plus de production, aujourd'hui on va parler davantage de distribution et plutôt sur l'automobile à ce jour. Je pense qu'il y a un constat assez simple aujourd'hui et on a une conviction dans notre entreprise, on est aujourd'hui une trentaine de personnes, c'est qu'on pense que la majorité des voitures vendues aujourd'hui devraient être 100% électriques pour 3 raisons. C'est que la première raison, c'est que le transport est responsable de plus de 26% des émissions de CO2. La seconde, c'est que les technologies aujourd'hui d'électrique, elles commencent à être de plus en plus matures concernant l'autonomie des véhicules, la vitesse de recharge des véhicules, l'efficience des véhicules électriques. Et enfin, ce sont des solutions qui sont économiques à l'usage sur le long terme, même si vous avez des fluctuations du prix de l'énergie, que ce soit sur la partie soit carburant diesel essence ou bien sur les évolutions du prix de l'électricité. La grosse problématique de ce marché, c'est que passer à la voiture électrique aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour la plupart des entreprises et des individus, parce que c'est le deuxième poste d'investissement après l'immobilier. C'est un achat qui est extrêmement engageant, autant financièrement que temporellement, et qui est aussi générateur de beaucoup de stress, avec des questions du type comment est-ce que je vais me recharger au quotidien, combien je vais me recharger en itinérance, combien ça va me faire évoluer ma facture d'électricité, etc. Et en plus de cela, on a un marché qui s'est digitalisé, avec d'une part les personnes qui ne vont plus en concession automobile, où il y a 75% du trafic qui a diminué en concession au cours des 4 dernières années. Ensuite, aujourd'hui, vous avez vu l'essor des prix l'essor des offres de financement, notamment en leasing, avec notamment à la télé où vous voyez toujours plusieurs astérix à côté du prix. Et parfois, vous ne savez pas s'il y a un premier rapport en plusieurs milliers d'euros, ce qui est inclus dans le leasing ou non. Et lorsque vous avez enfin votre véhicule entre les mains, vous allez devoir installer une infrastructure de recharge et vous confronter à beaucoup de sociétés du bâtiment qui du coup ne sont pas forcément très digitales et qui rajoutent un peu dans la relation client, étant donné qu'à chaque fois vous êtes obligé de multiplier le nombre d'interlocuteurs, notamment sur la partie concessionnaire, qui sont monomarques. Et enfin, et c'est positif, on a enfin atteint le cap des 100 000 bornes de recharge en France, publiques et rapides. Par contre, elles n'ont pas forcément de terminaux de paiement, ce qui vous, en tant qu'utilisateur, vous oblige à avoir soit une multitude de cartes de recharge dans vos boîtes à gants ou une multitude d'applications mobiles sur votre téléphone. Bon, j'espère pour ceux qui ne sont pas en électrique, je ne vous ai pas trop démotivé pour passer à la voiture électrique. Mais voilà, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, quand même, le parcours d'achat, il est très difficile, il n'a pas vraiment évolué. Et si on prend du recul sur le marché, aujourd'hui, il y a sur 38 millions de voitures en circulation en France, avec 2% du parc qui est électrique. Et il y a une nécessité à accélérer avec l'explosion du nombre de ZFE en France. Donc ce n'est pas une problématique qui est liée qu'à Paris et à la mairie d'Hidalgo, mais c'est vraiment une problématique qui est globale, où celles-ci sont multipliées par 9 dans les 3 prochaines années. Le 2025 peut être un peu rallongé parce qu'on voit qu'il commence à avoir un peu des retards. Raison pour laquelle on a créé Biv, une plateforme qui est notamment adressée aux professionnels pour électrifier leur flotte automobile. Donc concrètement, on propose une offre de véhicules électriques multimarques, donc depuis des véhicules français avec Renault, Citroën, etc., avec des véhicules américains tels que Tesla, ou bien des véhicules avec les nouveaux acteurs émergents asiatiques. Des contrats de location longue durée, allant de 36 mois jusqu'à plus de 60 mois, sans premier apport, donc des prix qui sont transparents. On fait de l'installation pour nos propres clients, et ça représente d'ailleurs 90% des véhicules que l'on vend. On installe des infrastructures de recharge pour nos clients. Les plus gros chantiers que l'on ait fait, c'est 80 bornes de recharge sur un seul site. Et enfin, on équipe nos clients d'une carte de recharge universelle qui est compatible avec un peu plus de 200 000 bornes en Europe pour ne pas avoir une multitude de cartes dans sa boîte à gants. Donc l'idée principale, c'est vraiment simplifier l'expérience d'achat. Et nos cibles principales sont les TPE, PME qui ont besoin d'électrifier leur flotte pour différentes raisons, soit pour une approche RSE, soit parce qu'elles ont besoin d'avoir accès aux zones ZFE dont on a parlé précédemment. Et enfin, comme l'a dit la personne d'avant, d'avoir la maîtrise sur le coût total de leur flotte, donc leur TCO, leur Total Cost of Ownership, et de pouvoir le maîtriser. Par contre, elles ont beaucoup de challenges. Elles doivent électrifier leurs véhicules, savoir quels sont les véhicules qui sont adaptés à leurs besoins, bénéficier des bonnes offres, installer des infrastructures de recharge sur leur site, installer des bornes de recharge chez leurs collaborateurs, les équiper de cartes de recharge, etc. Donc ce sont des tâches qui sont extrêmement chronophages et sur lesquelles elles ont besoin d'un interlocuteur unique pour pouvoir les aider à ce niveau-là. Donc on a aussi quelques références de sociétés qui sont plus grosses. Je pense que vous avez deviné que ces logos-là, ce ne sont pas des TPE et des PME. On fait autant la partie la livraison du dernier kilomètre que des instances un peu publiques ou
même parfois des constructeurs automobiles pour l'installation de bornes de recharge. Et donc aujourd'hui, alors on ne le voit pas, mais on a un score NPS, donc c'est la satisfaction client qui est extrêmement élevée, avec un score qui est 2 fois supérieur à ceux des concessionnaires automobiles. Aujourd'hui, on opère partout en France, sauf en Corse, désolé. C'est un peu plus compliqué pour la logistique avec l'installation de bornes de recharge, notamment et la livraison de véhicules. Et on a déjà commencé à attaquer le marché belge il y a un peu plus de 2 semaines, notamment pour, encore une fois, aider les entreprises à décarboner leur flotte automobile. Et pour vous donner quand même un mot de conclusion, donc l'idée vraiment de BIV, c'est de créer une plateforme pour électrifier sa flotte ou en tant que particulier son véhicule de manière simple et d'avoir un interlocuteur unique sur toute la chaîne de valeur. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a la conviction que on demande beaucoup à l'utilisateur final pour réaliser sa transition et il n'est pas forcément dans les meilleures conditions pour pouvoir l'accomplir. Merci. J'ai bien entendu, on imagine une entreprise qui a 100 commerciaux partout en France. Vous allez donc installer chez eux des bornes de recharge. Alors, on va aller plus loin que ça. Je peux vous donner des cas clients qui sont assez simples, où du coup, vous avez une flotte automobile de 100 véhicules, par exemple, dont vous parlez. Et du coup, sur ces 100 véhicules, elles vont vouloir électrifier leur flotte au fur et à mesure du temps, parce que les contrats de véhicules qu'elles ont, ils expirent au fur et à mesure du temps. Voilà. Et du coup, donc, ce que l'on va faire pour ces clients-là, c'est qu'on va leur proposer des offres de véhicules, des contrats de leasing donc sur la période qu'ils souhaitent, tous véhicules confondus. On va faire de l'installation de bornes de recharge sur leur site, mais également chez leurs collaborateurs. Parce que pour certains, lorsqu'ils avaient un véhicule thermique de fonction, ils n'avaient pas pour habitude, dans le cadre de leur activité, de repasser par le siège de l'entreprise tous les jours. Donc il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle ils aient besoin de le faire lorsqu'ils ont un véhicule électrique. Donc oui, du coup, on va plus loin que ça. On peut passer par nous que sur la partie borne de recharge, on peut passer par nous que sur la partie véhicule, mais on peut faire l'intégralité du service. J'ai répondu à votre question, c'est ça? Ok. Ouais. Alors, la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on met des sous-compteurs chez les salariés pour savoir qui paie l'électricité? Alors ça, c'est très important. Il faut installer une borne de recharge qui est dite connectée et qui permet justement de scinder la consommation de la borne de recharge avec celle qui est faite à la maison. Et alors du coup, la question qui peut être posée, c'est du coup, pourquoi ne pas dire aux collaborateurs de se brancher sur la prise électrique de chez soi? Parce que là, vous n'allez plus pouvoir faire la distinction. Avec une borne de recharge, vous avez du coup un connecteur qui est celui d'un véhicule électrique qui s'appelle un type 2, donc c'est pas une prise domestique. Et vous savez que dessus, vous pouvez exclusivement brancher un véhicule électrique et pas une machine à laver, un four, etc. Donc vous êtes capable de scinder et de pouvoir ensuite faire de la refacturation auprès de votre employeur. Allez-y. Et comment vous faites pour gérer, imaginons votre société a un véhicule électrique donné aux salariés et l'autre personne dans le couple a un véhicule électrique personnel. Du coup, ils peuvent se charger les 2 véhicules sur la borne et c'est l'entreprise qui prend en charge l'intégralité. Alors ça, pour le coup, vous avez raison. Par contre, il y a des développements qui sont faits actuellement où vous avez un câble de recharge qui lui a l'information et où en fait vous avez du coup une clé API dans le câble de recharge et vous savez que si c'est avec ce câble de recharge, c'est votre véhicule qui le fait. Et la personne en général, elle ne va pas se douter qu'il y a dans le câble de recharge cette possibilité de tracer le truc. Mais oui, l'idée, encore une fois, c'est il faut aussi se baser sur la bonne foi de ses salariés et leur faire confiance. De la même manière que sur les véhicules thermiques, s'assurer que les personnes ne fassent pas leur plein le vendredi soir avant de partir en week-end et le lundi matin à la première heure. C'est à peu près le même principe, mais par contre, on n'est pas sur les mêmes pondérations en valeur absolue. Il y avait une question par ici? Non? Ah, pardon. Vous avez encore des questions ou c'était clair? C'est bon? Merci pour votre attention. Bonne journée. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je m'appelle Franck Lefebvre. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Lormoto, qui est basée en Normandie et qui fait quelque chose de simple. Pourquoi on a créé Lormoto à l'origine? On voulait arriver à
concevoir et à mettre sur le marché une offre de mobilité électrique extrêmement accessible et puis la plus vertueuse possible. Notre offre, elle est très très simple, hein. C'est ce véhicule, hein. C'est-à-dire que nous avons considéré que si nous voulions rouler en électrique avec du confort, de la sécurité, avec des coûts extrêmement faibles et avec une empreinte écologique minimale, il y avait une solution assez simple, c'était de faire des voitures durables, des véhicules durables. Si vous aviez des appartements qui duraient 5 ans, le prix des loyers serait exorbitant. Or, pourtant, ce qu'on fait aujourd'hui avec les autos, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les autos sont complètement conçues pour avoir des durées de vie assez courtes, pour être le moins cher possible à l'achat. Mais si vous divisez le prix par la durée d'utilisation, vous arrivez en particulier sur l'électrique à des loyers qui sont très élevés. Chez Lormoto, on a eu une démarche radicalement différente. On s'est dit, on va prendre toutes les contraintes qui se posent à nous. Et puis, on va même pousser la logique jusqu'au bout, c'est qu'on va partir de véhicules existants. Et on a choisi un véhicule iconique parce que les Français l'aiment, parce que c'est pratique, parce que c'est petit, parce que c'est solide, parce que ça a plein de qualités, parce que c'est léger. C'est très important de rouler en urbain léger. Mais on a pris des Twingo 1. Et aujourd'hui, on a une usine en Normandie qui achète des Twingo 1, qui les met complètement à poil. On retire tout. Et on reconstruit tout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on met une motorisation électrique, on met des batteries, on refait complètement les intérieurs, de façon à ce que le véhicule qui sort de l'usine, il soit quasiment comme un véhicule neuf. Et puis ça n'a pas été pensé n'importe comment, ça a été pensé de façon totalement modularisée, de façon à ce qu'on puisse garantir une très longue durée de vie et une très longue durée d'exploitation du véhicule. Donc on ne veut dépendre d'aucun composant. On peut changer facilement le moteur, les batteries, l'électronique, les intérieurs. C'est fondamental parce qu'on veut des voitures qui sont super confortables. À qui ça parle ça ? Ça parle à peu près à tout le monde, hein. Ça parle à tous les gens qui ont besoin d'une électromobilité urbaine ou périurbaine, hein, extrêmement efficace et avec des coûts faibles. Si on met tous ces paramètres les uns derrière les autres, eh bien, on arrive à la conclusion logique que si on veut un véhicule durable, il faut un véhicule louable. C'est un point très important et puis je prendrai avec plaisir les questions que vous pourrez me poser sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la durée de ces biens, et on rejoint complètement Christian sur ce qu'il expliquait tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que ces biens sont chers ? Eh bien, c'est que leurs fabricants perdent la propriété très rapidement. Tout est fait pour, et donc ils n'ont aucune responsabilité sur la durabilité effective du véhicule. Nous, on part du principe que si on veut réellement avoir un véhicule durable, c'est à nous de prendre le risque, c'est pas à vous, l'utilisateur, de prendre le risque. C'est la raison pour laquelle on met tout ça à bout et on arrive à des loyers. Le loyer de base d'une Lormoto, c'est 200 € par mois, tout compris, la maintenance et tout, sans prendre en compte les aides d'État. Si on pousse les aides d'État en fonction d'un certain nombre de paramètres, on est à quelque chose qui est entre 100 et 200 € par mois. Notre cible, c'est le particulier, c'est les collectivités, mais c'est également les entreprises, parce qu'on est très contacté aujourd'hui par des entreprises qui désirent proposer ça à leurs salariés en disant tiens voilà, donc surtout sur les entreprises qui sont pas dans des centres-villes, elles ont envie de proposer à leurs salariés de pouvoir faire des allers-retours, les trajets du quotidien. C'est un avantage fiscal, c'est un avantage en nature qui est fiscalisé d'une façon intéressante. Voilà. Si vous voulez si vous voulez louer leur moto aujourd'hui, c'est pas possible. Dans 3 mois, ça le sera. On commence notre production à partir du 2e semestre 2023. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions pour le reste. Ma question serait de savoir quel est le marché, quelles sont les communes ou les lieux géographiques en France que vous avez comment visé, et à combien estimez-vous les commandes prochaines? Merci beaucoup. Donc, en ce qui concerne le déploiement géographique, nous, on veut déployer ça sur toute la France. C'est la raison pour laquelle on est en train de créer des partenariats, en particulier un partenariat avec un réseau
qui va permettre d'avoir de la proximité, parce que quand on dit qu'on veut une mobilité sereine, une mobilité électrique sereine, un des axes de la sérénité, c'est d'avoir quelqu'un à qui s'adresser si jamais vous avez une question à poser. Donc leur moto va être disponible dans un réseau qui couvrira l'ensemble du territoire. C'est d'autant plus important que les sujets dont nous parlons sont des sujets éminemment politiques. Gardons à l'esprit que nous avons un président de la République qui, pendant sa campagne, a promis de faire une voiture et de proposer une voiture à 100 € par mois. C'est une mesure qui est en train d'être étudiée très sérieusement par le gouvernement. Et il est fort possible que leur moto soit la première voiture à 100 € par mois, avec des aides particulières de l'État, et qu'on veut, nous, être applicable sur l'ensemble du territoire. Après le marché, donc je peux vous parler, nous, de nos usines. Leur moto est un projet qui est pensé sous de multiples axes. Les usines sont des usines très particulières. Ce sont des mini-usines qui sont pensées pour faire 3500 véhicules par an et qui sont pensées pour être copier-collables en région. Ce qui veut dire que notre première usine, qui est à côté de Caen, produira 3500 véhicules par an à partir de 2025. Le marché total, il est énorme. Une question que vous posez peut-être, c'est deux questions qui sont vous faites des Twingo 1, mais est-ce que vous comptez faire d'autres voitures? Oui, on compte faire d'autres voitures, mais là, on a une voiture qui est sympa, mais il y a énormément de R&D à tous les niveaux pour faire ça. Donc, on ne peut pas faire ça sur de multiples modèles. On est allé sur ce modèle. Par contre, il a plein de qualités, ce modèle. Il a deux défauts. C'est que pour les familles, s'il y a des enfants à mettre derrière, c'est une 3 portes, on se bousille rapidement les reins. Et puis, si vous êtes un professionnel, avoir un véhicule utilitaire léger est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, on sait que nos deux prochains modèles, ce sera une 5 portes et un utilitaire léger. En ce qui concerne la taille du gisement, puisque nous on considère que ces voitures, on considère les carrosseries Twingo 1 comme une matière première. Le gisement aujourd'hui en France, il est de 300 000 véhicules identifiés qui sont sur la route. On en jette 30 000 par an l'an dernier, 30 000 voitures parfaitement utilisables qui ont été mises à la casse. Donc on sait qu'on en a quelques dizaines de milliers en tout cas utilisables en France, et il y a à peu près la même chose Espagne, Italie, Benelux, Allemagne. Une question intéressée, si on a une Twingo, est-ce qu'à un moment on pourra vous la confier pour que vous la transformiez? Non, ça c'est un métier de rétrofiteur, il y a des gens qui font ça. Nous on ne fait pas ça. On ne fait pas ça parce que si on transformait votre voiture, ça vous coûterait très cher. Donc vous auriez peut-être... Il faut savoir que le coût de production d'une leur moto aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 000 €. Ça coûte très cher. Pourquoi ça coûte très cher? C'est parce que comme on se fait fort de l'utiliser dans la durée, on préfère mettre des composants qui coûtent cher. Je vais vous donner un exemple. Si demain un fabricant de pneus fait un pneu qui coûte 2 fois plus cher et dure 3 fois plus longtemps, il ne peut pas être monté en série sur une voiture neuve. Pourquoi? Parce que ce que vous regardez, c'est le prix de la voiture. Donc le fabricant n'a aucun intérêt à mettre des composants de qualité en amont, puisqu'il ne va pas être capable de les valoriser. Vous allez comparer le prix. Nous, c'est strictement la démarche inverse. C'est-à-dire que si demain un fabricant de pneus nous dit j'ai des pneus qui coûtent 2 fois plus cher mais durent 3 fois plus longtemps, immédiatement on les monte sur nos véhicules. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le coût de production divisé par la durée d'utilisation. Donc on ne fera pas ça, madame. Je vous prie de m'en excuser, tout simplement parce que ça ne correspond pas, à notre modèle. En plus, on ne fait bien entendu pas que la conversion. Le véhicule est complètement repensé. Son système de chauffage, ses intérieurs. Si certains d'entre vous veulent venir nous faire un petit bonjour dans nos ateliers normands, il y a énormément de vidéos sur leur moto sur YouTube. Vous pouvez regarder la tête des professionnels la première fois qu'ils roulent dans cette voiture. Ils font tous une tête étrange parce que quand on décrit une Twingo électrifiée, ça fait un peu crasseux, récup. Mais quand on conduit ça au quotidien, ça n'a absolument rien à voir. En général, les journalistes qui nous disent, qui viennent nous rencontrer, expliquent que cette voiture-là est une voiture beaucoup plus intéressante et agréable à utiliser qu'une voiture d'usine moderne qui vient de sortir toute neuve de gamme équivalente. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ici.